Mesdames et messieurs, bienvenue dans le débriefing des experts. Nous sommes ici à Djibouti, terre d'accueil et d'hospitalité, mais surtout pays d'ouverture qui aspire à plus de modernité. Ils seront quelques 198 000 électeurs djiboutiens à se rendre aux urnes le 8 avril prochain pour élire le président de la République. Ils sont 6 candidats en liste, 6 candidats dont le président sortant Ismaël Omar Guelleh. Son bilan vient de faire l'objet d'un débat animé par ma collègue Marie-Angèle Touré et ses invités. Dans la première partie de notre émission, nous reviendrons sur les points focaux de ce débat, puis nous irons à la découverte d'un autre candidat, Hassan Idriss Ahmed. Nous verrons dans la deuxième partie de notre émission qui est l'homme et quelle est l'offre politique qu'il propose aux Djiboutiens. Puis nous finirons dans la troisième partie par l'ébauche du débat de ce 1er avril qui sera lui aussi animé par Marie-Angèle Touré et qui portera sur la situation géostratégique de Djibouti, notamment le port de Djibouti. Pour évoquer tous ces points, j'ai avec moi autour de cette table M. Mag Terey Ibrahim. Vous êtes économiste, vous enseignez l'économie de développement à l'université de Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Monsieur Kennedy Ibrahim Hussein, vous êtes le président du syndicat national de la presse et de l'audiovisuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et monsieur Nou, vous êtes Omano, vous êtes membre de la société civile. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je le disais dans le débat qui vient de passer, il a été essentiellement question du bilan du président sortant Ismaël Omar Guelleh. Bilan politique, bilan économique, mais aussi bilan au plan social. Quel regard portez-vous, monsieur, sur le bilan du président sortant? Je pense que les intervenants précédents n'ont pas effectivement été d'accord sur ce bilan. Donc nous voyons effectivement des représentants de l'IMP qui parlaient d'un programme positif, réussi, très bien réussi. Et nous avions vu des gens de l'opposition qui parlaient effectivement d'un programme qui a échoué ou bien qui n'a pas marché. Donc la voie est toujours médiane, je veux dire, sans partir dans les extrêmes. Donc si on fait la question du bilan pose un problème parce que c'est un bilan par rapport à quelle date de référence. Mais très bien, puisque Maître Assowe, qui représentait à cette table le candidat de l'UMP, le président sortant Ismaël Omar Guelleh, a dit quelque chose. Il dit qu'en janvier 2010, alors qu'il vivait à l'étranger, il est venu à Djibouti passer un mois. Et il a tellement vu de progrès qu'il s'est décidé à revenir vivre dans son pays. Donc il disait que de 1999 à janvier 2010, votre pays a connu un progrès spectaculaire sur tous les plans. C'est vrai, donc si on prend l'année de référence, la première décennie 1999, je pense que le bilan ne souffrira d'aucune contestation. À partir de quand souffrira-t-il? Dès 1999, ne peut souffrir d'aucune contestation. Si on prend effectivement le budget de l'État, donc il était à 35 milliards, aujourd'hui il est à 130 milliards. Si on prend effectivement la question du PIB, il était en deçà de 100 milliards, aujourd'hui il est à 300 milliards. Si on prend l'inflation était à 2 chiffres, aujourd'hui effectivement elle est à 2,5%. Si on prend les activités du port, donc en 2000, en 98, 99, à 2 millions, 3 millions de tonnage. Aujourd'hui, elle est à 12 millions. Donc, en termes de macroéconomie... Entre-temps, la population a augmenté aussi. Hein. Exactement. Et la demande sociale a augmenté. En termes macroéconomiques. Donc, on peut effectivement montrer qu'au niveau économique, le bilan est là. Il n'y a pas effectivement de contestation. Le bilan ne souffre pas de contestation. La question après, c'est de voir comment la richesse est répartie. C'est un autre aspect. Mais au niveau macroéconomique, entre 1999 aujourd'hui, le bilan est là. Alors, macroéconomiquement. Alors, vous insistez sur cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Djiboutien ordinaire ne profite pas de la croissance macroéconomiquement, Djibouti, du fait de sa position, n'a aucune production. Et donc, Djibouti ne vit que sur les gens extérieurs, sur les services. Et donc, si le niveau d'activité au niveau mondial augmente, surtout concernant notre principal client qui est l'Éthiopie, l'activité explose. Mais la question après, c'est de voir effectivement cette question de l'activité économique, quels sont les secteurs qui sont privilégiés, et ensuite
en fonction des secteurs qui sont privilégiés, la conséquence se fera au niveau de la création d'emplois. On reviendra effectivement sur la redistribution donc, de la richesse. Monsieur, vous êtes de la société civile, en tout cas vous intervenez ici en tant que membre de la société civile. Quel regard portez-vous sur le bilan du président qui postule à un 4e mandat? Je vais un peu embrayer sur le cas du bilan du président. Sur son bilan économique, on entend souvent parler, comme mon ami le disait, il y a eu une croissance économique. Cette croissance économique qui n'est pas au service du peuple et que la société civile n'en profite en aucun cas sur le plan social, éducatif et santé. Parce que si on constate que la société civile n'en profite pas du fruit de cette croissance économique, comment peut-on parler? Vous parlez de la population en général, oui, qui ne profiterait pas du fruit de la croissance économique. Alors les infrastructures, les écoles qui sont construites, les centres de santé qui sont construits. Sur les équipements de santé, sur le personnel de santé, sur la formation, tout cela. Oui. Rien de tout ça ne profite à la population? Non. On profite, c'est lorsque je vais parler sur le cas de la santé, on peut y aller dans les localités. Je vous dis, dans les localités, il y a des localités qui n'ont pas des hôpitaux, comme le cas de Kabah. Ils étaient obligés que les malades soient exportés, tu vois, jusqu'à Dikila à l'ICB. Mais si on parlait d'une croissance économique, qu'est-ce qui nous interdisait de construire et d'investir dans ce domaine pour mieux servir la société? Il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux de construction. D'hôpitaux, d'éducation, des sources. Développement au plan macroéconomique, une richesse, une croissance économique qui ne profiterait pas à la population. Et vous, quel est votre regard sur la question? Oui, merci de m'avoir donné la parole. En fait, moi je vais poser un peu mon regard des journalistes dans tout ça. C'est vrai que le président Guelleh, depuis qu'il préside à la destinée du pays, a énormément fait en construisant des infrastructures portières, aéroportières. Tout à l'heure, dans le débat, il y avait quelqu'un qui a rappelé que lorsqu'il avait accédé à la magistrature suprême, le pays était presque à genoux. Au niveau économique, il y avait les institutions de Bretton Woods qui prédisaient que notre pays n'allait plus s'en sortir. Monsieur Amadou. Oui. Ibrahim Amadou. Voilà. Donc, lorsqu'on se projette de 1999 à aujourd'hui, oui, la situation a beaucoup évolué, tant au niveau social, tant au niveau économique. On ne peut pas se leurrer et on ne peut pas se voiler la face. Mais toutes ces infrastructures, comme vous le dites, qui se construisent, tout ce développement qui se voit et qui est visible à l'œil nu, n'a pas engendré, le président lui-même le dit des fois, n'a pas engendré plus de création d'emplois. C'est justement ce qu'a dit plus de lutte contre la pauvreté. Abdoulkader Abeba, qui représentait à cette table le candidat Andolé dans le débat précédent, effectivement, parlait de développement du point de vue forme, mais que dans le fond, rien n'a été concrètement réalisé. Et il dit que le fond, pour lui, c'était la jeunesse, une jeunesse qui serait écartelée. Je pense qu'on ne peut pas dire comme ça parce que le développement, il y a, et c'est du concret. Mais je pense que le président, durant ce 4e mandat, son objectif, c'est une meilleure redistribution de la richesse. Ça veut dire toutes ces infrastructures, tout cet embelli économique, oui, elle doit être bien rétablie et bien partagée par la population. Alors, avant d'arriver à l'aspect économique et social, au plan politique, abordons d'abord le plan, centrons d'abord le débat sur le plan politique. Quel est le regard que vous portez justement sur le bilan politique? Aujourd'hui, nous avons 6 candidats, en tout cas 5 candidats dans la course à la présidentielle en face du président sortant Ismaël Omar Guelleh. C'est aussi une richesse et une diversité de l'offre politique. Monsieur
Ibrahim. Donc si on prend à peu près les différents bilans, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux, Pour la première fois, tous on a 5 candidats. tous n'ont pas évolué au même rythme. Tous n'ont pas évolué au même rythme. Si on revient sur le bilan politique, Oui. des choses ont été faites. Je veux dire, on n'est pas dans un monde idéal où effectivement la compétition est totale, où effectivement le consensus est fait. Donc nous sommes dans une démocratie en construction. Il ne faut pas que nous nous leurrons effectivement et que nous disons que nous sommes un pays parfait, Mais des où avancées ont été effectivement réalisées. tout se font de manière, comment est-ce qu'on peut dire, de manière beaucoup plus dans le consensus. Le fait que nous avons eu une période post-électorale concernant les élections législatives montre que des tensions existent. Maintenant, c'est comment arriver à faire évoluer notre système politique. Donc, à la réforme il y a eu, concernant en 2012, il y a eu une réforme de la Constitution. Je pense qu'il y a... C'est en 2010. Donc, Et après, en 2011, qui vous avait- êtes passé exactement. du Et donc, septennat au quinquennat. qui a fait que l'opposition est rentrée au Parlement. Donc c'est Voilà, dans le jeu politique, c'est une bien sûr. avancée, C'est une avancée fondamentale que l'opposition, parce qu'un Parlement qui est monocolore n'est pas satisfaisant. Le fait que l'opposition soit, une partie de l'opposition y entre, on est sur, j'imagine, un parcours qui peut être favorable. Et donc, c'est une démocratie en construction qui doit se faire dans les contextes de son environnement tant local que international, qui évolue à son rythme. Si on raisonne par rapport à un idéal, nous ne sommes pas dans cet idéal. Mais le pays suit son bonhomme de chemin et des avancées sont faites. Il est intéressant encore d'aller encore plus loin, c'est à travers un consensus. La dernière fois, dans les débatteurs précédents, la question de la CENI posait un problème où on dit que les institutions du ministère de l'Intérieur doivent effectivement régenter tous les processus électoraux. D'autres diront pourquoi que fait effectivement le ministère de l'Intérieur dans les pays démocratiques, c'est où le système démocratique est abouti et qu'il a un parcours qui est plus ou moins bénéfique. On aboutit à des situations où c'est l'intérieur qui pilote. Là, il y a des contestations. Donc, c'est comment arriver à un consensus interparti pour que Effectivement, le pays puisse politiquement évoluer. Le système politique puisse effectivement évoluer. Vous avez été témoin, vous êtes journaliste, vous avez été donc témoin de l'évolution politique de votre pays des 10 dernières années. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le débat politique s'est démocratisé dans votre pays? En fait, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu une évolution, mais à un rythme bien propre à notre pays. Donc, vous pensez que les choses ne vont pas assez vite? Personnellement, je pense qu'on aurait dû faire mieux. Tout le monde peut faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Oui, mais au stade maintenant où il y a l'opposition qui peut s'exprimer dans le débat démocratique. Pour 198 000 électeurs, il y a 6 candidats. Qui siègent à l'Assemblée nationale, qui participent au débat national, c'est déjà une première, c'est une évolution déjà. Il fut un temps où il y avait un parti unique, où tout était vraiment régenté par ce parti. Maintenant, il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté de création de n'importe qui peut créer son parti politique. Donc c'est de réelles avancées. C'est des réelles avancées. Oui. Toujours est-il que des efforts peuvent être améliorés. Bien sûr. Voilà. Monsieur Nou, vous représentez encore une fois la société civile ici. Est-ce que la participation de la société civile aujourd'hui au débat politique djiboutienne ne s'est pas améliorée? Si on ne fermait pas les yeux sur la réalité en face, j'avoue ce soir qu'il est regrettable d'en parler dans le débat démocratisé en Afrique 24, dans notre propre pays, que la RTD, la chaîne nationale, ne le permet pas. Il n'y a pas de débat contradictoire sur la chaîne nationale. Sur la chaîne nationale. Et tout le monde le peut constater. Je peux demander à mon ami le président du syndicat de la presse. Il veut me parler de la liberté de presse et d'opinion. Quelle liberté? Quelles sont les institutions respectives
qui permet à la société civile à présenter leurs déséances ou doléances sociales vis-à-vis de les médias. Parce que être un journaliste indépendant à Djibouti, c'est prendre un risque. C'est de prendre des risques énormes. C'est risqué d'être journaliste à Djibouti indépendant? Si, on va pas. Oui. Laisse-moi finir sur ces cas. Sur l'encadrement, malgré qu'il y en a eu une faculté de journalisme à l'université de Djibouti, mais on ne voit pas dans les médias libres de jeunes journalistes qui exercent les propres regards critiques, qui parlent sur les besoins et les attentes de la société civile vis-à-vis de la classe politique. La classe politique, elle n'est pas en faveur, où il y a une décadence d'accroche relationnelle entre la société civile et la classe politique. C'est la somme, le rôle du média. Le rôle du média, donc, elle devait jouer, faire une politique intermédiaire, n'est pas présente. Nous avons donc la chance d'avoir... C'est pour ça que j'en avais eu le président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Oui, c'est pour ça que dangereux d'être journaliste indépendant à Djibouti. Mais je l'avoue et je le souligne dans ce cas. Aujourd'hui, si j'en avais la volonté d'ouvrir mes propres magasins ou mon propre presse libre, s'agissant sur l'observation géopolitique, qui ne sont pas encore tolérés dans les réseaux sociaux. Les seuls médias libres qu'on a à Djibouti, c'est le Facebook. La société civile transmet leurs idées, leurs doléances, leurs programmes politiques à travers le Facebook, à travers les réseaux sociaux. Mais c'est déjà ça, vous savez que dans certains pays, l'Internet est censuré. Censuré. Mais il est regrettable. Mais ça, c'était seulement à une occasion exceptionnelle. Les questions qui sont posées sont très pertinentes. Et donc, la question nous avons souligné la question de la représentation de l'opposition au sein du Parlement. La question du statut de l'opposition doit effectivement a été votée. La question effectivement non respectée. La question de l'accès aux médias. L'opposition disposer elle-même de. Et vous pensez, ce sont des efforts que nous devons réaliser. D'accord. Alors, nous allons. Les textes existent, mais maintenant, comment passer effectivement du cadre juridique à l'effectivité de tous ces cadres pour permettre, comme il parle effectivement, monsieur parle de l'impossibilité, parce que la question du journalisme, c'est de permettre à ce que... Un dernier mot sur la question politique, puis on passe au bilan économique. Allez, défendez les journalistes de Djibouti. En fait, notre ami disait qu'il est très dangereux d'être journaliste à Djibouti. Moi, je ne suis pas uniquement à Djibouti, mais en Afrique aussi. Journaliste indépendant, il a dit journaliste indépendant. Quand vous n'êtes pas du pouvoir. Oui, parce qu'à Djibouti, à l'heure actuelle, il n'y a pas un journaliste en prison qui a été arrêté et qui... Pas de prisonniers politiques à Djibouti. Enfin, il n'y a pas de... Mais je peux souligner sur les cas des médaillés. Vous laissez. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Monsieur Hussein. Parce qu'il y a une confusion chez nous. On peut être journaliste, faire son travail d'une manière professionnelle à Djibouti et sans être inquiété. Sans être inquiété. Très bien. Mais lorsque on fait l'amalgame entre journalisme et activisme politique, et lorsqu'on est militant d'un parti politique et qu'on a une double casquette, alors là, il faut s'attendre à des problèmes des fois. En même temps, des fois, des gens qui ne sont même pas de la profession, qui s'improvisent d'être journalistes aussi. Très bien. Monsieur Hussein, on va très rapidement aborder la question économique par rapport au bilan du président sortant. Le député Assowe, qui intervenait ici en tant que membre de l'opposition, donc il est de l'USN, Monsieur Ibrahim, professeur Ibrahim, dénonçait l'endettement au Djibouti qui représenterait aujourd'hui 60% du PIB, mais c'est son chiffre à lui. Est-ce que vous qui enseignez l'économie de développement, est-ce que la question de l'endettement est une question cruciale aujourd'hui à Djibouti? Quelle est la proportion de l'endettement aujourd'hui à Djibouti? Est-ce que ça compromet effectivement le... En 2014, le niveau d'endettement était à 56%. Donc nous sommes en deçà des 60% du taux effectivement de solvabilité. C'est très important, compte tenu des infrastructures sociales, des infrastructures sociaux concernant l'éducation, la santé. Maintenant, on passe à l'infrastructure économique concernant les infrastructures de transport, que ce soit le port, l'aéroport. Et donc,
nous sommes condamnés à partir du moment où le secteur primaire et le secteur secondaire est inexistant à servir de plateforme. Cette politique, ces modèles de développement ne datent pas de 1999, ils datent des années 80. Donc du début de l'indépendance, il a été décidé de positionner Djibouti comme une plateforme commerciale, logistique et financière. Mais on peut aujourd'hui... Et donc, on n'est plus sous le pass aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, le fait de pouvoir diversifier l'activité fait partie de cette vision 2035 où on doit renforcer le secteur primaire. Et la question du chômage se pose à partir du moment où cette proportion très importante du secteur tertiaire n'est pas forcément créateur d'emplois. Le secteur primaire et secondaire sont beaucoup plus créateurs d'emplois dans la mesure où on arrive à produire au niveau local pour pouvoir l'exporter et donc réduire les affectations. Et donc c'est la question du modèle de développement qui se pose depuis 1977. Nous sommes arrivés aujourd'hui, dans les années effectivement 2010, 2012, 2015, à ce que, au niveau géopolitique, donc la Chine, un partenaire nouveau, arrive, qui investit dans les pays. Et ça nous permet de nous réorienter et de sortir effectivement de cette économie des services à travers les forces militaires étrangères, de nous en sortir de cette économie du port, parce qu'il faut que nous puissions nous maintenir sur nos deux jambes. Nous reviendrons effectivement sur le rôle à ce que le trois secteurs puissent être dans des proportions d'économie. Monsieur Hussein, Mohamed Daoud, qui représentait dans le débat précédent le candidat Daoud Jechelem, dénonçait, parlant de l'éducation nationale, les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Il pense aujourd'hui que le gouvernement Guelleh ne fait pas de l'éducation une priorité. On voit dans des salles de classe qui comportent 80 élèves pour un enseignant. En fait, ce qui serait baissé aujourd'hui. En fait, cette question de l'éducation, bon, je suis témoin en tant que journaliste, mais en tant que parent d'élèves aussi. Je côtoie souvent les écoles. Je pense que... De quoi s'ouvre l'école djiboutienne? Je pense qu'il fut un temps où les classes étaient surchargées. Mais maintenant, je pense que depuis 10 ans, l'effectif des classes a nettement diminué, si bien que dans chaque classe, on a au maximum 45-50, pas plus. Il y avait un temps où il y avait beaucoup d'élèves dans chaque classe, mais avec la construction de beaucoup d'écoles qui ont été créées ces dernières années, le recrutement du personnel enseignant, du recrutement du personnel enseignant, la situation s'est nettement améliorée. Mais pour ce qui est de la qualité de l'enseignement, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Vous pensez que les enseignants djiboutiens ne sont pas bien formés? En fait, les enseignants, ils sont formés, mais je pense que moi, je partage avec le candidat de Hassan Idriss qu'une seconde réforme de l'école djiboutienne doit être entreprise. Une réforme fondamentale de l'école djiboutienne. Il faut remettre à plat le système éducatif. Je pense que ce qui a été fait en 1999 avec les États généraux, beaucoup de choses ont été résolues. Mais il faut marquer un temps d'arrêt pour voir, parce qu'il y a beaucoup de lacunes quant à la méthode d'enseignement. Moi, je suis un parent d'élèves, j'ai plusieurs enfants. Je pense que on voit des fois des élèves qui arrivent au collège, les enseignants peuvent témoigner ça, qui arrivent au collège et qui ont des lacunes pour lire, des difficultés pour lire et écrire. Je pense que si on instaure l'ancienne méthode dont parle M. Idriss, qui a été enseignant, je pense que on peut rectifier. D'accord, vous êtes de la société civile. Un mot sur la question éducative. C'est dommage, nous n'avons pas assez de temps pour revenir sur tous les aspects, mais votre opinion sur la question éducative? L'éducation nationale djiboutienne a des handicaps très majeurs sur le facteur du personnel, sur la formation du personnel de son service. Parce que je vais souligner dans ces trois cas, l'institut de formation professionnelle du ministère n'est pas bien équipé premièrement. Il lui manque aussi certains pédagogues à l'orientation sur la transmission des systèmes éducatifs. Ça, c'est le second dos. Les enseignants n'ont pas un soutien social et moral. L'éducation a été décorée d'une manière informelle. Donc,
Le ministère de l'Éducation nationale a travaillé sur la forme de l'éducation, là où il devrait reprendre. Parce que j'en avais vécu dans mon enfance à mon école, quartier de Pisse, que j'avais ma propre bibliothèque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bibliothèque. Parce qu'il y avait manque de classes. Lorsqu'il y avait du manque de classes, que les élèves étaient surchargés, 80%. Nous avons la chance d'avoir un enseignant autour de cette table. est essentiel. Monsieur Ibrahim, c'est essentiel la question éducative. Oui, est très essentiel. Donc, il fallait faire disparaître la bibliothèque afin de former. Parce qu'une éducation, une école sans bibliothèque, comment peut-on la qualifier? Quelle utilité ou rôle peut-on cet enfant avoir? Moi, j'en avais eu à mon enfance, que mon enseignant m'accompagnait à la lecture, à l'écriture. Bien sûr. Aujourd'hui, les élèves sont les élèves. Non, mais c'est une garderie, on ne va plus parler de l'école à Djibouti. C'est une prison à garde d'enfance. Le système d'éducatif, elle doit être productif sur le point d'avoir... Les candidats sont à l'écoute et savent qu'ils doivent faire de ce secteur une priorité. Cette question de l'éducation et de la santé vous êtes enseignant. Sont très fondamentales. Oui. Avant d'être enseignant, j'étais élève. C'est ça. Et donc, je me rappelle, dans les années 80, nous étions 35, 25 dans la salle. 35, 40. 25, 30. 25. Moi, j'en arrivais à 45. Où était le reste? Où était le reste? C'était une école d'élite qui faisait que les Djiboutiens étaient exclus de l'école. Avec un faible taux de scolarisation. Avec un faible taux de scolarisation. Il y a une réforme qui a été faite en 2000, Oui. qui n'est pas seulement spécifique à Djibouti. Il y a eu une L'ensemble loi du système mondial. d'orientation en 2000, Non, le effectivement. système mondial. En juillet 2000. Le système mondial est passé d'un enseignement d'élite à un enseignement de masse. Bien sûr. Dans la mesure où Mais les moyens n'ont pas suivi. dans la mesure où des financements importants accompagnaient, Bien sûr. en termes d'infrastructures, de murs, des centaines d'écoles des centaines d'écoles ont été construites. La question de la qualité Merci, n'est pas posée par moi, mais au niveau merci du président monsieur. de la- Nous n'avons malheureusement pas le temps pour décortiquer tous les vais en aspects. reprendre aussi. Non, s'il vous plaît, on n'a malheureusement pas le temps pour revenir sur tous les aspects du bilan du président Ismaël Omaguélé. En tout cas, les candidats qui nous suivent en ce moment savent qu'ils doivent faire voilà, absolument de l'éducation nationale une priorité. Nous marquons, chers invités, nous marquons une courte pause, s'il vous plaît, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du débriefing des experts, une deuxième partie qui sera consacrée à la candidature de M. Hassan Idriss Ahmed et l'offre politique qu'il propose aux Djiboutiens. A tout de suite.